ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ ẹyẹ ò délé bá lórùlé o ọ̀rọ̀ ni. 32 teeth following, so they are swallowing. Monkey is swallowing. Snake self swallowing. Next, a swallow two will fly and come and swallow. Your ever swallow in a hollow gallow, making a whole lot of halabaloo. Jalikalu, we know say you chop the money some, so give me the loot. Do you really want a revolution or just your turn? Cause if you really want a revolution, all this for Ben. Bonjour à tous, bienvenue pour ce panel du festival Hacké 2020 qui va traiter aujourd'hui de la traduction et de la circulation de nos œuvres, un vaste sujet. Pour cela, je suis entourée de 3 personnes de grande qualité que je remercie d'avoir accueilli, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Je vais les présenter, chacune d'entre vous. Donc, je commence avec vous, Kadi. Vous êtes Kadi Anne. Voilà, née au Sénégal. J'en profite pour présenter un des livres qui nous a permis de préparer cet entretien. Vous avez donc fait des études au départ au Sénégal. J'aime bien parler aussi des études parce que vous avez commencé dans la physique-chimie, donc parfois ça peut paraître très loin du monde littéraire. Ensuite, la vie vous a mené en France, où là, vous avez commencé votre carrière de romancière, dramaturge, novelliste. Et en France également, vous présidez l'association Black Art et Culture. Donc, parmi vos ouvrages, on peut en citer 2, Des fourmis dans la bouche, paru en 2012 chez De Noël et qui d'ailleurs a reçu le prix Taille Monnier de la Société des gens de lettres. Et puis, Demain, si Dieu le veut. Bonjour à vous, Kadi. Bonjour. Allez-y, Kadi. D'accord, donc je voulais juste apporter une rectification, on va dire. C'est Si Dieu le veut qui est sorti en 2015. Et Des fourmis dans la bouche, c'est en 2011, aux éditions de Noël. Voilà. 2011, oui. Merci, Kadi. Je vais présenter l'autre romancière, écrivaine qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Emle Boum est avec nous. Emle Boum, vous êtes née au Cameroun, où vous avez commencé par des études d'anthropologie. Et du Cameroun, vous avez basculé dans le nord de la France. On en parle dans la biographie donc, de votre livre, Les Maquisards, que je présente aussi également là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans ce livre, on n'a pas une biographie simplement de vous, mais une géobiographie. Donc, avec cette question des territoires, de l'espace qui nous anime aussi aujourd'hui sur la question de la circulation de nos œuvres. Donc ensuite, une fois que vous étiez installé en France, vous avez d'abord travaillé en France à Paris, vous êtes ensuite reparti sur le continent africain et là a commencé une vie de déménagement et de changement de pays, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et c'est quand vous êtes revenu à Paris, après ces expériences professionnelles, que là, vous êtes entré en écriture, ce qui vous a permis notamment de produire Les Maquisards, qu'on vient de voir rapidement, qui a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et le prix du livre engagé de la scène littéraire. Et puis l'année dernière, vous avez publié Les jours viennent et passent. Je vous laisse dire bonjour et rectifier si besoin, il ne faut pas hésiter. Non, je ne rectifie pas, tout est correct. Bonjour et je suis ravie d'être là avec vous, Laure, avec Raphaël et Kadi, pour qui j'ai de l'amitié et du respect pour leur travail. Merci beaucoup à vous, Emle, et de nouveau, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je passe à Raphaël, qui est un autre maillon de la chaîne du livre. Raphaël Thierry, vous êtes agent littéraire, basé maintenant en Allemagne. Vous avez développé en fait une agence littéraire qui s'appelle Astier Pêcher. On aura l'occasion d'en reparler. Alors vous, auparavant, vous avez travaillé au Cameroun. Et vous avez en fait obtenu, notamment là-bas, un PhD en littérature, donc à la fois au Cameroun et en France. Vous avez publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur des questions de littérature assez pointues, donc notamment Le marché du livre africain et ses dynamiques littéraires en 2015, d'autres en anglais directement comme Book Donation Programs in Africa, Time for Reprisals,
Donc ça, c'était en 2015 aussi, s'il n'y a pas d'erreur. Et puis peut-être que j'en citerai une dernière, Francophone African Publishing and the Misconception of World Literature, qui celui-ci a été publié cette année. J'ai pas de version physique à présenter, mais je tiens à dire que de nombreux articles que vous avez écrits sont disponibles gratuitement sur la plateforme academia. Tout à fait, merci Laure. Je suis vraiment ravi de cet échange. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui. Je suis vraiment heureux de vous retrouver toutes, et très spécialement Kadi et Emlé, c'est aussi un plaisir. Petite rectification, si je peux me permettre, je n'ai pas créé l'agence littéraire Astier et Pécher. J'y contribue pour la dimension écrivain africain. Ouais, c'est ça. On peut suivre avec le hashtag #HackerFestOnline. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous, on a un sujet avec 2 axes principaux. On va essayer d'être disciplinés. On doit parler aujourd'hui de traduction et de circulation. Je voulais donc qu'on commence par la question de la traduction, peut-être en m'adressant à vous, Raphaël, qui pouvez apporter un point de vue assez large sur la question avant qu'on se centre sur des focus avec Emlé et Kadi. Quand on parle de traduction pour nos littératures d'Afrique francophone, Raphaël, de quelle traduction parle-t-on? Vers quelle langue, finalement, on a envie de faire voyager nos livres, à la fois vers l'extérieur du continent, mais aussi à l'intérieur de notre continent? Merci Laure. C'est une question qui est extrêmement vaste et je vous remercie de me la poser en premier, même si je pense que Emlé et Kadi auront beaucoup de choses à dire à ce sujet également, et je serais heureux qu'elles puissent compléter avec leur expérience d'écrivaine de l'autre côté, on va dire. Ma modeste expérience en tant qu'agent littéraire concernant les littératures d'Afrique francophone est effectivement liée à cette notion de disponibilité des œuvres et de leur circulation à travers la traduction. Donc la question en quelle langue est essentielle. Si on parle des œuvres d'Afrique francophone, on pourrait penser que le français facilite la circulation de ces différentes langues, mais ensuite, de ces différentes œuvres, mais ensuite on peut aussi penser qu'il y a des territoires de diffusion de ces œuvres, qu'il y a des niveaux économiques qui sont évidemment de niveaux variables selon les territoires où on se situe, et qu'une œuvre qui est publiée à tel ou tel endroit ne répondra pas et ne trouvera pas le même lectorat et la même diffusion. À un autre niveau, en quelle langue? Quand on parle d'un territoire comme l'Afrique francophone, c'est différentes langues, c'est pas seulement le français. Il y a d'autres langues de publication, il y a d'autres langues de lecture, de promotion des œuvres. Donc c'est aussi essayer de considérer cet espace linguistique et littéraire comme un ensemble, une constellation, et essayer d'identifier des projets éditoriaux qui puissent donner sens à cette diversité de réception, si je peux dire les choses ainsi. Et enfin, à un autre niveau, se poser la question au niveau plus globalement et africain et international, quelles sont les autres langues vers lesquelles on peut trouver des passerelles, des modes de transmission de ces œuvres. Donc il y a la dimension diffusion physique évidemment, mais en ce qui nous concerne en tant qu'agent, la traduction dans toutes les langues est non seulement envisageable, mais un objectif. Donc on ne se positionne pas vraiment dans des limites. L'objectif est de trouver le maximum de perspectives possibles et imaginables à la circulation des œuvres à partir du moment où ça donne un sens. Et je pense que beaucoup d'écrivains ne demandent qu'une chose, c'est que leurs œuvres puissent circuler et trouver des publics qui soient un peu de partout, et non seulement africains, mais pas seulement, et de ne pas compartimenter les choses, et de se dire qu'un écrivain effectivement africain s'adresse au monde entier et ne se conçoit pas uniquement ou strictement comme un écrivain africain qui parle de questions strictement africaines, mais qui cherche toujours à diffuser son œuvre et à trouver des lecteurs. Voilà, peut-être pour répondre brièvement et de manière très globale à votre première question. Merci beaucoup de poser le cadre. Justement, donc, vous avez, Raphaël, évoqué cette question de trouver son public. On imagine bien qu'en tant qu'agent littéraire, c'est une question qui vous anime, mais vous aussi, Kadi et Emlé, en tant qu'auteur. Comment vous êtes positionné par rapport à cette question de la traduction, chacune d'entre vous?
sachant que dans vos romans respectifs se pose aussi la question de la langue de façon très touchante. Je vais peut-être commencer avec vous, Kadi. On a dans votre roman, par exemple, Des fourmis dans la bouche, Khadija qui prie dans une langue qu'elle ne comprend pas forcément. Donc, j'ai trouvé que c'était voilà une belle façon aussi de se poser la question de la traduction. Pour vous, en fait, vers quel public vous souhaitiez être accessible et comment cette question s'est posée à vous? Pour répondre à votre question, je vais rebondir sur ce que vient de dire Raphaël. Comme quoi, chaque auteur a vraiment, j'allais dire envie, mais c'est pas le mot, besoin d'être lu partout dans le monde. Moi, personnellement, j'écris pas pour un public ciblé. J'écris pour tous ceux qui aiment lire et qui vont rencontrer mes romans, les personnages de mes romans. Pour revenir à Khadija, elle prie dans une langue qu'elle ne connaît pas parce qu'elle est musulmane et elle est d'origine malienne et les prières se font en langue arabe. Donc, en fait, moi, ça, je l'ai vécu aussi. Nous prions, nous récitons des versets sans connaître la signification de ce que nous sommes en train de dire. Mais on nous les a appris, les versets, on les a appris comme ça. Et nous faisons avec, on va dire. C'est bien plus tard, peut-être, par curiosité, qu'on va chercher à savoir la signification de ce qu'on est en train de dire en priant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, pour revenir à la traduction donc de nos romans, il est très difficile, en tout cas pour moi, auteur africain, de trouver une maison d'édition à l'étranger qui va traduire mes textes, tout simplement parce que aujourd'hui, je ne sais même pas où je me situe par rapport à ma littérature, si je fais de la littérature africaine ou de la littérature occidentale. Et cette question m'a été posée plusieurs fois. Et on m'a même demandé pourquoi j'écrivais en langue française. Et la seule réponse que j'ai eu à apporter, c'est parce que c'est la seule langue dans laquelle je sais écrire. Je ne sais pas écrire en peul, je suis peul. Le peul est ma langue maternelle. Je ne sais pas écrire en wolof non plus. C'est la langue nationale du Sénégal, donc le pays dont je suis issu. Donc j'écris en français parce que c'est la seule langue que je connais. Mais en même temps, quand des maisons d'édition américaines, anglaises et autres vont chercher de la littérature française, elles ne vont pas forcément penser à nous autres Africains, donc francophones, qui écrivons en français. Et il m'est arrivé d'avoir envie d'écrire, par exemple, en wolof sans pour autant pouvoir le faire, donc de penser à m'alphabétiser en wolof. Et pour cela, j'ai juste pris un livre de Boubacar Boris Diop, écrit en wolof, d'Omigolo. J'ai commencé à lire et je me suis rendu compte que je ne lisais même pas le wolof. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être peine perdue, tout simplement parce que si j'apprenais l'alphabet wolof et que je me mettais à écrire en wolof pour que ça soit traduit après en français, je ne rencontrerai aucun lectorat au Sénégal. Parce que la plupart des gens au Sénégal ne savent pas lire. Et le wolof est parlé au Sénégal et en Gambie. Donc, ces deux territoires constituent un espace, mais vraiment minime par rapport au monde. Puisque je le disais tout à l'heure, quand on écrit, on a envie d'être lu et même besoin d'être lu par le monde entier. Donc, pour ce qui est de la traduction donc, de mes œuvres, bon, j'ai quelques textes qui ont été traduits en anglais et publiés aussi aux États-Unis, en Italie et en Allemagne, mais ça reste quand même des nouvelles et pas le livre en entier ou des extraits de mes livres, mais pas le livre en entier. C'est ça qui me manque. Et bon, là, je vais un peu titiller Raphaël parce qu'il est mon agent en Afrique. Donc, il va peut-être réussir une traduction en langue anglaise au Nigeria, justement. Alors, Raphaël, un petit message pour vous, pas du tout subliminal, très clair. Je remercie Kadi parce que vous avez aussi posé la question en fait à travers la traduction, des traductions en langue locale, qui pose également la question de nos identités et de comment se rendre accessible pour les publics de nos pays. Ça fait vraiment écho aussi avec Emle, que j'ai lu de vous, d'Emma Kizar. Il y a un moment très émouvant, plutôt en fin de roman, sur Akele qui reçoit cette lettre qu'on imagine très, très, très importante, qui fait plusieurs pages. Et donc, on comprend en fait qu'il a peur de ne pas la lire parce qu'elle est en basse. Une des langues du Cameroun. Donc voilà, je vous invite à repartir sur ce que Kadi vient de nous partager sur cette question aussi de la traduction dans nos langues locales et pourquoi pas aussi la question de la traduction quand on écrit en français, des mots qu'on utilise dans nos langues, voilà, même quand c'est en français. Je vous laisse la parole, Emile. Alors,
par bien des côtés, je suis sensible à ce que Kadi et Raphaël disent, parce que c'est effectivement une préoccupation. Il y a une action militante qui est tout à fait bienvenue en ce moment, qui consiste à traduire la littérature en nos langues, en des langues africaines, parce qu'on le sait, toute langue porte son propre imaginaire, porte ses propres images et sa propre expérience même en tant que langue. Et il est bien aussi de s'adresser aux gens à travers ces références-là, à travers des références qui leur sont propres. En tant que romancière, j'écris en français évidemment, d'abord parce que, comme qu'a dit, c'est la seule langue dans laquelle je suis capable d'écrire, mais aussi surtout c'est la langue que je conceptualise, celle aussi où se placent mes émotions, c'est la langue dans laquelle je suis la plus complète. Et ça ne me pose aucun problème moral ou quoi que ce soit. Je pense que la violence relative avec lesquelles les langues coloniales nous ont été imposées a été largement étudiée dans le roman et dans d'autres supports. Et aujourd'hui, on sait qu'elle nous a coûté suffisamment cher pour nous être reprise ou être interrogée. Et elle est souvent interrogée en tant qu'écrivaine. Il y a encore des gens qui me disent comment ça se fait que vous écriviez en français. Je pense que la question reviendra et je ne trouve plus forcément nécessaire d'y répondre parce que d'autres ont répondu avant moi et à un moment, le débat doit se clore, tout simplement. Pour en revenir à la langue, il y a effectivement parler la langue, ce qui est mon cas. Ma langue maternelle, j'en parle 2 ou 3 camerounaises, c'est ma langue de l'intime, c'est ma langue avec mes proches. Et ce n'est pas forcément une langue dans laquelle je suis alphabétisée. Il y a plus de 200 langues différentes au Cameroun. Il n'y a pas une langue nationale, une langue locale qui soit nationale. Les langues nationales, c'est le français et l'anglais. Contrairement à d'autres pays africains qui ont fait énormément de progrès là-dessus et qui sont organisés. Et dans ce contexte-là, à une époque, il y a eu une alphabétisation dans certaines grandes langues qui a aujourd'hui pratiquement disparu. Et il faudrait déjà revenir à ça. Il faudrait déjà revenir à une alphabétisation des populations dans les langues locales pour que le roman, ou quelle que soit la forme que ça prend, puisse également être traduit en ces langues avec que ça dépasse l'acte militant pour s'inscrire dans une réalité littéraire. Et c'est évidemment un projet qui m'intéresse, dans lequel je suis prête à m'engager. Même, il y a des réflexions en cours. D'autant plus que d'autres exemples qui sont faits dans d'autres pays, Kadi a parlé tout à l'heure de Boubacar Boris Diop, on peut aussi parler de Ngugi wa Thiong'o qui est un grand porteur de cette mouvance. Il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. Et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et en attendant, les langues dans lesquelles nous sommes traduites et les langues dans lesquelles nous communiquons, y compris en Afrique, c'est le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Et il est aussi intéressant que, en tant qu'écrivain en français, je tiens énormément à ce que mes livres soient traduits en Afrique anglophone, en Afrique lusophone ou en Afrique espagnole, parce que c'est aussi des liens. Ces liens-là ne se font pas. Les auteurs africains qui publient en ces langues-là, on les connaît, on ne les rencontre quand ils sont traduits en français, en France ou en anglais ou en Angleterre. Que cette traduction puisse se faire aussi localement, je trouve que c'est un énorme plus pour la circulation du livre. C'est ce qui est le plus accessible en l'état de l'organisation de nos sociétés, etc. Il me semble que c'est ce qui est le plus accessible et ce qui est le plus susceptible d'être mis en place dans un délai relativement court. D'ailleurs, beaucoup de choses se font aujourd'hui. Mon prochain livre sera traduit, mon dernier livre, Les jours viennent et passent, sera traduit par un éditeur qui s'appelle Bakwa, qui est un éditeur camerounais et qui a donc la charge de le diffuser en Afrique anglophone. Et ça, déjà, pour moi, c'est un énorme progrès. Voilà. Merci beaucoup. Ça me donne envie de rebondir quand même sur cette
envie, je pense qu'on ressent de conquête de nos Afriques, donc à la fois anglophones. Kadi citait l'exemple du Nigeria, voilà, dans lequel elle aimerait bien être lue. Hemley, vous parliez de Bakwa, effectivement, dont on connaît l'activisme justement pour permettre la traduction d'œuvres francophones en anglais, mais aussi de l'Afrique lusophone. Je pense à des territoires comme le Mozambique, où on aimerait bien justement pouvoir porter aussi les auteurs francophones. De votre côté, Raphaël, quelle démarche vous entreprenez justement en tant qu'agent littéraire pour permettre ces ponts-là de circulation des œuvres francophones vers les Afriques anglophones, lusophones et même hispanophones pour un petit coin de notre Afrique? Merci. C'est une prospection permanente et une recherche infinie. Comme je vous disais, les possibles, sur le papier, ils n'ont pas particulièrement de limites, mais ensuite, il y a la réalité, évidemment, des projets éditoriaux, des contrats, des marchés, des droits. Donc, on est tout le temps confronté à essayer de trouver des équilibres entre ces différents maillons qui compartimentent en fait la vie des livres. Donc, dans le cas des œuvres d'Afrique francophone, il s'agit toujours d'essayer de trouver, et c'est le sens qu'on est en train d'essayer de donner au maximum à nos dynamiques, des échos aux livres qui puissent permettre à ces livres de circuler le plus largement possible et le plus finement possible. Par finement, c'est-à-dire à travers des diffusions qui soient à même de couvrir un territoire et de trouver des lecteurs sensibles aux livres et des éditeurs capables de s'adresser à ces lecteurs. Pour ne pas vous cacher les choses, on est dans des difficultés permanentes liées à une forme de centralisme francophone où finalement les éditeurs du Nord francophone, beaucoup français, qui font du très très bon travail, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, sont pas toujours à même de diffuser les livres qu'ils vont publier sur tous les territoires francophones, particulièrement en Afrique, et donc essayer ensuite de pouvoir identifier des éditeurs d'Afrique francophone qui pourront eux aussi publier ces livres, non pas en tant que sous-éditeurs, mais en tant qu'éditeurs au même niveau, avec clairement une séparation des territoires. Donc cette question de séparation des territoires, de diffusion et d'exploitation des œuvres, elle est cruciale. Ça, c'est pour le français. C'est vrai que c'est des choses qui existent de manière un peu plus naturelle dans le monde anglo-saxon global. On va dire que peut-être parce que l'agent y est implanté depuis plus longtemps, depuis même la fin du 19e siècle. Peut-être aussi parce que le monde anglo-saxon fonctionne moins selon une logique centralisée, de moins depuis la période postcoloniale certainement. Ensuite, pour les autres langues, on essaye en permanence de se dire qu'il y a toujours un éditeur qui peut être intéressé par une œuvre et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pont qui existe à l'heure actuelle que ces ponts ne peuvent pas exister à l'avenir. On parlait du portugais. Le portugais est une langue d'édition en Afrique, évidemment. C'est une langue d'édition en Amérique du Sud aussi. Et c'est évidemment des perspectives qu'on peut entrevoir. On n'a pas parlé de l'arabe aussi, qui est très important en Afrique. La traduction en arabe à travers le continent est extrêmement important. Il y a des éditeurs excessivement professionnels. Donc, c'est ne pas se poser de limites. Mais après, la limite, c'est celle des relations, des échanges qu'on peut avoir. Et de ces échanges, comment on peut les concrétiser sous la forme de projets qui tiennent la route, qui respectent l'œuvre des auteurs et qui donnent satisfaction aux auteurs, qui sont nos premiers interlocuteurs. Et on ne prend pas la liberté de lancer des pistes sans que ça soit en accord avec le souhait des auteurs, évidemment. Oui, alors justement, vous abordez un point là qui est vraiment crucial, c'est la relation auteur, éditeur, agent. Donc, on sent de nos auteurs qu'il y a cette envie quelque part de passer les frontières, à la fois les frontières, mais se posent aussi de façon intrinsèque. On l'a senti dans tous nos échanges. En fait, on a parlé à la fois de traduction, mais forcément en même temps de diffusion et de circulation. Donc, se pose aussi la question de la diffusion et de la circulation de nos livres. Je voulais savoir de votre côté déjà, Hemley et Kadi, comment s'est passé un peu le parcours de vos livres pour être accessibles jusque dans vos pays d'origine. Voilà, vous n'y habitez pas forcément aujourd'hui, mais forcément, vous entretenez des liens très forts. Est-ce que déjà, ça a été un challenge? Est-ce que ça s'est fait facilement ou pas? Voilà, partagez un peu vos expériences d'auteur là-dessus et après, on y reviendra avec Raphaël qui soulignait à juste titre la question du centralisme.
Donc, Kadi ou Emle, je ne sais pas qui d'entre vous rebondir. Oui, je vais le faire. Hein. Donc, moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon premier roman a été publié au Sénégal, aux Nouvelles Éditions africaines du Sénégal. Et c'est un roman qui est arrivé à un moment où l'État était en train de créer ce qu'on appelle les centres de lecture hein, dans les régions les plus enfoncées du Sénégal. Et donc, cette création des centres de lecture pour les enfants, donc des villages et des petits bourgs, hein, a permis donc de faire circuler le livre. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une grande demande. Donc, le livre a bien circulé, mon premier livre, Sous le regard des étoiles, qui a bien circulé. Donc, ça a été aussi l'objet de déplacement pour ma part, hein, ce qui fait que je me suis confronté à un lectorat jeune, certes, mais accompagné d'un public adulte qui, même si le livre ne lui était pas destiné, vu que c'était destiné au centre de lecture, a su quand même que j'existais en tant qu'auteur. Et quand je suis revenu à Dakar, j'ai été invité par un animateur littéraire qui s'appelle Sadakan, qui aime beaucoup le livre et qui fait beaucoup pour le livre, donc qui a 2 émissions littéraires sur une de nos chaînes de télévision nationales, non privées plutôt, la 2STV. Et ça a permis de diffuser donc mon image, de parler de ce roman, et ce qui a fait que le nom est resté. Et quand j'ai commencé à publier en France, donc les romans d'après, mon nom était déjà resté au Sénégal là, et les gens attendaient le prochain livre. Et ce que j'ai fait, c'est à ce moment-là, bon, celui qui est venu juste après, Le Collier de paille, donc il est sorti ici dans une édition donc, qui était basée au Cameroun, mais dont les membres étaient en France. Et cet auteur-là, ou cet éditeur-là, qui est Michel Cadence, hein, est allé faire une tournée avec moi au Sénégal. Donc ça a permis de refaire, on va dire, reconsolider l'assise que je commençais à avoir là-bas. Et quand après, j'ai commencé à m'adresser à Pierre Astier, donc, qui est donc mon agent sur le monde, on va dire, occidental. Donc, on a sorti donc, des fourmis dans la bouche. Et à ce moment-là, j'avais demandé une clause, c'est que pour le marché francophone africain, qu'il y ait les nouvelles éditions africaines qui prennent le relais pour la publication du roman là-bas, qu'on leur fasse une cession des droits et que donc l'éditeur français de Noël ne puisse pas vendre le livre dans l'espace francophone africain. Et donc, De Noël était d'accord et donc on a signé ce contrat et les nouvelles éditions africaines du Sénégal aussi étaient d'accord. À part que là, on leur a cédé les droits et ils avaient un délai pour pouvoir sortir le livre. Malheureusement, ils ne l'ont pas respecté. Donc, pourquoi, je ne sais pas, mais je sais que je suis allé au Sénégal, je suis allé les voir, donc ils m'ont dit clairement que le livre ne sortirait pas et puis après, le délai est passé. Et heureusement que derrière, donc, il y a Raphaël qui est là, qui m'écoute, qui ne va pas contredire. Il y a la coalition des éditeurs francophones d'Afrique, hein, donc qui fait un travail extraordinaire en rachetant, donc en rachetant les cessions de droits des auteurs africains qui publient, notamment en France, c'est mon cas, pour que le public francophone africain puisse avoir accès à ces livres-là. Et là, je sais que un contrat vient d'être conclu entre cette coalition et les éditions de Noël pour que Des fourmis dans la bouche soient publiées donc en Afrique francophone, donc pas que l'Afrique noire, hein, mais le Maghreb aussi, Maroc et Algérie, pour que le livre soit accessible là-bas à un prix, j'aime pas dire un prix africain, mais à un prix qui soit accessible au public de cette zone. Donc, Raphaël est en train de faire un travail extraordinaire là-dessus pour nous permettre aussi d'être diffusés dans nos pays d'origine, mais dans d'autres pays d'Afrique aussi. Donc là, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter dessus, mais il y a un côté, j'allais dire, mal travailleur, on va dire, en tout cas du Sénégal, quant à l'achat donc des droits d'un livre d'un auteur d'origine sénégalaise qui publie ailleurs. Parce que moi, j'aurais bien aimé pouvoir travailler avec un éditeur ici, un éditeur au Sénégal, sachant que l'éditeur au Sénégal aurait le droit donc, de vendre sur tout le territoire donc, francophone africain et en même temps de pouvoir céder les droits sur les territoires africains, lusophones, anglophones et autres. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Mais pour l'instant, je ne trouve pas, ou on ne trouve pas un éditeur sénégalais en tout cas, capable d'amener ce travail-là pour que l'Afrique aussi puisse avoir accès, profiter du travail de ses enfants, je vais dire.
Non, je pense que vous avez été très, très complète, Kadi. Je vous en remercie. On a senti aussi dans votre propos, finalement, c'était vraiment l'aspect finalement presque militant que l'auteur doit avoir, et puis aussi le côté connaisseur des droits, du fonctionnement, etc. Parce que c'est venu au départ d'une démarche de votre part de dire attention, je prévois cette clause pour une meilleure diffusion au Sénégal, etc. Par la suite, par une maison d'édition africaine. On va laisser Emlé rebondir aussi sur, elle, la trajectoire qu'elle a pu faire avec ses livres. Et puis après, Raphaël, je vous redonnerai la parole justement pour parler de vos actions de lobbying et de militantisme avec cette coalition qui, bien sûr, est confrontée à une réalité du terrain, notamment celle de la question du prix du livre. Emlé, donc je vous laisse la parole sur votre propre parcours et le parcours de vos livres sur notre grand continent. Oui. Alors, en tant que... il y a une grande tristesse, en tout cas en ce qui me concerne, d'arriver dans mon pays et de me rendre compte que mes livres sont peu disponibles et quand ils le sont à un prix beaucoup trop important pour les populations locales. Parce que je trouve ça dommage. Moi, j'ai grandi au Cameroun, j'ai appris à lire au Cameroun et je veux pouvoir être lu au Cameroun, mais pas seulement, même pas que en Afrique francophone. Je veux vraiment des rencontres beaucoup plus larges avec toute la littérature qui est produite en Afrique, que ce soit moi ce que j'ai à proposer ou que ce soit ce que les autres ont à nous proposer. Et cette espèce de cloisonnement qui fait que la littérature ne circule pas comme elle devrait génère à moi une grande tristesse. Je m'en suis rendu compte avec mes livres et petit à petit, on a réussi à mettre en place des choses qui commencent à éclore et qui, j'espère, vont prendre de l'ampleur. Mon deuxième livre, Les Maquisards, a été largement diffusé au Cameroun parce que j'ai eu le prix de la scène littéraire et qu'un des engagements de la scène littéraire, c'était de mettre le livre à disposition au Cameroun à un prix raisonnable. J'insiste beaucoup sur le prix parce que ça change quasiment tout. Je m'en suis rendu compte plusieurs fois. Dès qu'un prix est raisonnable, le livre est tout de suite beaucoup mieux accueilli. Et c'est comme ça que mon livre Les Maquisards a été mis à disposition au Cameroun. Mon livre d'avant, Sidémé, a obtenu le prix Ivoire en Côte d'Ivoire et tout d'un coup, il a été très largement diffusé dans ce pays et c'est comme ça que j'ai été connue en Côte d'Ivoire. Quand il y a des actions comme ça fortes qui sont portées, qui sont toujours militantes et qui sont toujours un engagement d'un groupe de personnes qui essayent d'ouvrir des portes, ça fonctionne. Ce qu'il nous faudrait, c'est de systématiser des choses. C'est de mettre en place des choses qui sont plus fluides entre nous pour que les livres fonctionnent. Pour les jours, mon dernier livre, Les jours viennent et passent, j'ai fait comme Kadi, j'ai demandé qu'il y ait une clause pour que la partie africaine, le marché africain puisse être laissé libre. Et la grande chance que j'ai eue encore une fois, c'est d'avoir un agent parce que je ne suis absolument pas experte. Moi, je suis écrivain, j'écris des livres et j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui connaisse le marché africain, qui soit capable de conseiller, de proposer, de négocier. Et à ce moment, dans ce contexte-là, pouvoir travailler avec Raphaël, qui a une immense culture de l'édition africaine et qui est d'une aide incroyable, a énormément aidé aussi. Parce que du coup, il y a une expertise qui est mise à disposition. Et quand moi, j'avance, je peux à la limite me concentrer sur ce que je sais faire, qui est écrire, sachant que je travaille avec des gens qui ont la même volonté que moi de systématiser un process, de mettre en avant des livres à des prix raisonnables. Et il n'y a pas que la question des prix, il y a la question logistique et il y a la question de la circulation à l'intérieur du pays, pas seulement à la capitale, Abidjan, Douala, Dakar, etc., mais l'existence des médiathèques, l'existence des bibliothèques. Je veux dire, en tant qu'Africaine, à chaque fois qu'on tire un fil, il y a tout un champ de possibles qui va s'ouvrir. Alors, c'est un gros défi, c'est passionnant, mais voilà, l'écrivain que je suis n'a pas le professionnalisme pour tous ces métiers et je trouve très bien de travailler en chaîne, en fait, de communiquer avec d'autres personnes, de pouvoir échanger, pour
pour que les choses soient plus fluides, parce que nous avons la volonté, nous mettons en place des choses, nous rencontrons des gens pour briser le cloisonnement. À la fois, les livres sont universels, comme on disait, mais d'un autre côté, il y a quand même des territoires, et les territoires doivent être respectés parce qu'ils ont leur spécificité. Et c'est ce double cette double expertise qu'il va nous falloir mettre en place et que nous sommes en train de mettre en place. Merci beaucoup, Emlé. Donc, vous voyez, Raphaël, tout nous ramène à vous et à ce rôle crucial. Et à ce rôle crucial de l'agent, comme le soulignait Emlé. On souhaite que les auteurs puissent se concentrer sur l'écriture, qui les porte, et que d'autres puissent prendre le relais pour la partie diffusion, etc. Même si après l'auteur, avec grand plaisir pour certains, contribue à la promotion de leur propre ouvrage, c'est encore autre chose. Donc, je veux bien que vous reveniez effectivement sur votre rôle là, dans cette question de la diffusion, très, très actif. Et si ça ne vous dérange pas aussi, Raphaël, et en espérant que ça ne gênera pas Emlé et Kadi, je veux bien que vous n'hésitiez pas à donner des prix, des montants. Parce que, voilà, on a les internautes qui sont avec nous, se posent des vraies questions de finalement combien coûte le livre dans nos territoires, d'Abidjan à Douala, en passant par tous les autres pays du continent. Merci. Bien sûr. Merci. Merci aussi vraiment à Kadi et Emlé. Moi, je dois dire, je suis assez sensible à la confiance des auteurs vis-à-vis des agents et du travail qu'on fait à l'agence Astier-Pêcheur. Je dois aussi dire que je m'inscris dans la continuité de ce qu'a institué Pierre Astier au sein de l'agence depuis un certain nombre d'années. Il essaie constamment de travailler en collaboration avec les éditeurs sans distinction ni préjugés de région. Et pour nous, un éditeur peut faire du travail sérieux où qu'il soit. Il n'y a pas à se poser tellement de questions à ce niveau-là. La question qui se pose, c'est très concrètement, cet éditeur-là peut-il permettre à ce livre de trouver son lectorat et d'être, on va dire, exploité dans le meilleur sens du terme, de manière respectueuse. Et un agent, je vois moins l'agent comme quelqu'un qui crée les choses que comme un connecteur. Donc on parlait par exemple de cette coédition du livre Les fourmis dans la bouche, qui est normalement prévu pour l'année 2021 et qui est un très beau projet, et je suis très heureux de le voir prendre forme. Et en fait, en l'occurrence là, il s'agit d'un projet qui est initié par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants et leur collection Terre solidaire. Donc c'est une collection de coédition africaine qui a été lancée, il me semble, en 2006. Peut-être que je peux me tromper d'une année, mais c'est déjà une longue expérience qui a fait ses preuves et qui a pour but de permettre au livre d'être coédité, donc publié par différents éditeurs du continent, qui récupèrent, qui achètent les droits très concrètement à un éditeur français pour une œuvre qui a été auparavant publiée par un éditeur français. Et ces éditeurs-là vont ensuite pouvoir commercialiser cette œuvre, chacun sur son territoire-là, pour cette édition africaine au sein de la collection Terre solidaire, qui sera donc la collection de cette nouvelle publication des fourmis dans la bouche, qui existe depuis 2011 et qui existera sous sa forme africaine francophone donc l'année prochaine. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur la question du prix. La collection Terre solidaire pratique des prix qui sont de l'ordre de, pour la zone CFA, c'est entre, donc les plus faibles étaient à 2500 francs CFA et aujourd'hui ils sont plutôt dans les 3500 francs CFA, mais ils adaptent les prix un peu plus bas selon les pays, de manière à ce que le lectorat, par exemple le lectorat de Guinée-Conakry, n'a pas forcément les mêmes moyens que le lectorat d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc il peut y avoir des marges de 500 francs CFA. Si on ramène ça au prix en euros, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être aux alentours de 5 euros. Peut-être que Kadi et Emlé me corrigeront évidemment. Donc le but, c'est évidemment avoir des livres qui vont avoir un prix crédible. Et quand je parle de prix crédible, c'est très simple. Un livre français qui est publié, allez, on va dire à 15 euros en France, s'il arrive en Afrique francophone par un canal de distribution traditionnel, on peut déjà imaginer qu'il sera encore plus cher dans sa vente. Donc un livre qui coûtera l'équivalent de 20 euros, donc là la conversion en francs CFA, je ne voudrais pas m'y hasarder, mais c'est évidemment un livre qui va s'adresser à une élite économique, à une élite expatriée, mais certainement pas au lectorat large.
quand bien même les lecteurs sont souvent prêts à faire plus de sacrifices qu'on pourrait l'imaginer pour lire un livre. Donc évidemment, ensuite vient la question des bibliothèques que Emily évoquait, de la lecture publique. Là, c'est des questions qui sont quasiment infinies. On va se situer au niveau de l'agent et de la relation aux auteurs au niveau strictement professionnel, des partenaires qu'on peut identifier. Par exemple, au Cameroun, on échange beaucoup en ce moment avec une initiative qui me paraît très intéressante et prometteuse, qui s'appelle GVG, donc une jeune entrepreneur qui développe des activités de distribution et de diffusion, et qui commence à couvrir le territoire camerounais de manière très solide, et qui permet aux livres qui sont publiés sur place de circuler. Je dis sur place, mais c'est aussi dans la sous-région, en Afrique francophone. Et par exemple, le livre de Emily Boom, Les jours viennent et passent, qui a été publié en Côte d'Ivoire en 2020 à la suite de l'édition française, est maintenant diffusé, distribué donc des éditions Eburni de Côte d'Ivoire et diffusé au Cameroun par cette société de diffusion-distribution. Et trouve un écho médiatique, trouve un écho public. Et je me dis, c'est des initiatives qui démarrent, c'est des initiatives auxquelles on a envie de croire et qui certainement vont porter leurs fruits. En tout cas, il faut y croire et se dire que tous les maillons existent, mais des fois, c'est des connexions qui n'existent pas. Et c'est aussi notre travail en tant qu'agent d'essayer de faciliter, de fluidifier, comme disait Emily, ces connexions. Donc voilà, si je peux peut-être un peu compléter, évidemment, j'y reviens autant que vous souhaitez. Non, c'est déjà vraiment complet et merci aussi pour ce petit exercice de conversion et en tout cas de mention du prix du livre parce que c'est une réalité. On a nos auteurs avec nous. Le livre, c'est un objet donc, du coup, qui a aussi son prix. Et effectivement, la question de combien coûte ce livre que je souhaite acheter sur place est cruciale pour les lecteurs qu'on souhaite atteindre. C'est vrai qu'Emily a abordé aussi la question des médiathèques. Peut-être qu'on peut dire un mot, Raphaël, Emily, Kadi, sur tout ce tissu localement qui permet aux livres d'être accessibles. Je ne sais pas, au Cameroun, par exemple, ou au Sénégal, si on a une problématique de nombre de librairies, on peut trouver cette problématique-là, par exemple, au Mali, où il y a finalement assez peu de librairies aussi. Donc, se pose aussi la question du point de vente du livre. Je pense que Emily le sait, peut-être pas vous, Laure, puisque vous êtes anglophone. Mais le Sénégal, par exemple, a eu comme premier président après la colonisation, Léopold Sédar Senghor, qui lui-même était poète, qui aimait le livre et qui a créé une direction donc de la lecture, du livre et de la lecture. Et qui, je me souviens quand j'étais toute petite, et que j'avais de bonnes notes, par exemple, à l'école primaire d'abord et au lycée après, le prix qu'on recevait, c'était des livres. Donc, tout petit, on nous a initiés à la lecture. Ce qui fait que le Sénégal reste quand même, je ne dis pas que c'est valable pour toute la population, parce qu'il y a une bonne partie de la population sénégalaise qui est analphabète en français, et l'autre partie qui est vraiment, donc qui sait lire en français, est très intéressée par le livre. Et ça, c'est une politique de lecture que Senghor a instaurée quand il était président du Sénégal, qui nous a suivis. Donc moi, par exemple, je fais partie d'une génération qui a beaucoup lu et qui lit beaucoup. Donc, non seulement dans le contexte scolaire, mais en tant que loisir, la lecture en tant que loisir aussi. Maintenant, le problème qui se pose au niveau du Sénégal par rapport à l'achat des livres, c'est ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure, donc le problème du prix, c'est sûr, mais c'est aussi, comment dire, je n'ai pas honte de le dire, mais c'est aussi le problème des auteurs comme moi, qui vivent, moi je vis en France, je publie en France. Il y a des auteurs qui vivent au Sénégal, qui publient au Sénégal, dont les œuvres ne franchissent pas la frontière sénégalaise. Et ceux qui sont à l'étranger, moi, Felwine Sarr, Nafissatou Diouf et autres, nous sommes à l'étranger, nous publions à l'étranger. Et du coup, nous avons plus d'ouverture vers le monde que ces auteurs-là qui vivent au Sénégal et qui publient au Sénégal. Moi, c'est quelque chose que... Et pourtant, ce sont des auteurs qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont des écrits magnifiques. Je pense à Sorna Benga, par exemple, dont j'aime beaucoup l'écriture. Et ces auteurs-là, s'ils avaient la possibilité d'être exportés du Sénégal,
d'être reconnu ailleurs, ça apporterait beaucoup à la littérature sénégalaise en particulier, et à la littérature africaine en général. Et on parlait tout à l'heure du portugais dans une forme de traduction de nos romans. Moi, je suis allée au Mozambique, je suis allée à Maputo et j'étais invitée par l'Alliance française sur place. Mais je n'étais pas invitée en tant qu'auteur africain, mais j'étais invitée en tant qu'auteur français, parce que j'ai aussi un passeport français. Et dans ce cadre politique, bon, on peut comprendre aussi pourquoi on m'a choisi moi pour aller représenter la France dans un pays africain et lusophone. Et quand j'y suis allée, c'est vrai que c'est aussi parce qu'il y avait, on était en train de créer une librairie francophone à Maputo. Il n'y en avait pas. C'était la première. Et donc, bon, je suis partie avec toujours des fourmis dans la bouche à son époque. Et j'ai fait pas mal de signatures pour des Mozambicains qui étaient alphabétisés en français, qui savaient lire en français et qui voulaient aussi, d'autres qui voulaient aussi apprendre le français par le biais d'auteurs français, mais des Mozambicains qui devaient se reconnaître dans le premier auteur français qu'ils allaient lire, en quelque sorte. Donc, je me dis que quelque part, peut-être que nous, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je ressens. Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper sur mon parcours en tant qu'auteur? Est-ce que je ne suis pas en train de jouer j'allais dire ce rôle, mais c'est pas un rôle, disons, de me placer dans cette case-là de confort où je publie en France, où bon, je bouge, je fais des voyages et tout, et je bouge parce que la France m'y amène, et j'oublie complètement la partie sénégalaise, la partie africaine, parce que rien ne m'interdit de faire un roman ou un essai ou n'importe, et de le publier au Sénégal, par exemple, ou au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et puis après, d'aller faire une tournée là-bas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'Alliance, donc des éditeurs francophones, donc en parlant du contrat pour des fourmis dans la bouche. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis pressée de commencer donc cette tournée-là et de me sentir le plus proche possible d'un lectorat africain, quel que soit le pays, et de pouvoir me dire, je peux faire des choses, je peux publier ici sans pour autant passer par une publication en France dont les droits seront cédés à un éditeur africain. Mon rêve, c'est de pouvoir publier en Afrique, mais publier en Afrique aussi, parce que comme je suis francophone, je sais qu'en Afrique francophone, un auteur qui publie, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, des auteurs sénégalais qui publient au Sénégal et dont les livres ne passent pas à la frontière sénégalaise. Parce que les auteurs anglophones d'Afrique, comme le Nigeria, ont plus de possibilités donc d'être lus hors de leurs frontières que nous, auteurs africains francophones. Donc, il se pose ce problème-là. Et pour revenir au début de la discussion, on parlait du besoin de l'auteur d'être lu dans le monde entier. Donc, je disais que je n'avais pas de cible. Je n'avais pas un lectorat ciblé, que je voulais être lu par tout le monde. Donc, dans la mesure où je veux être lu par tout le monde, je me dis que je suis plus ou moins obligé, entre guillemets, de publier en France et donc d'espérer être lu en anglais, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, en allemand, en Allemagne et ainsi de suite. Ou même en arabe, au Maroc, en Algérie et dans d'autres pays. Voilà. Donc là, moi, c'est ce problème-là qui se pose à moi. Est-ce que je ne me complais pas dans cette attitude du facile? Je suis publié en France, je me plains de ne pas être lu dans mon pays d'origine ni mon continent d'origine, mais je continue quand même à vouloir et à rester publié en France. Moi, c'est cette problématique-là qui quelquefois me fait réfléchir et je ne sais pas. Peut-être qu'Emlé pourra rebondir dessus. Je comprends très bien ce que Kadi dit. Et après, de toute façon, la question se pose où qu'on soit. C'est-à-dire que les auteurs qui publient au Sénégal ne sont pas forcément lus au Cameroun et les Camerounais ne sont pas forcément lus en Côte d'Ivoire. Il y a le cloisonnement des territoires dont je parlais tout à l'heure, malheureusement, intervient y compris à l'intérieur du continent. Ce que nous vivons en Afrique francophone,
que je me rends compte au fur et à mesure que j'entre dans le territoire anglophone de la littérature, je me rends compte que les frontières sont beaucoup plus poreuses et que la circulation entre le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana est assez fluide. Il y a des plateformes, il y a des groupes. C'est incroyable ce que je découvre au fur et à mesure que j'entre dans cet univers-là. Et du coup, peu importe où tu publies, en fait, à partir du moment où il y a moyen de faire circuler les œuvres, que ce soit des œuvres qui sont publiées sur place ou des œuvres qui sont publiées ailleurs. Ici en France, il y a maintenant une tradition de traduction de romans qui viennent du Nigeria, du Ghana et d'Afrique du Sud. Toutes les rentrées littéraires, tous les ans, on a de très très bons auteurs qu'on découvre ici parce qu'ils sont traduits par des maisons d'édition ici. Mais ça, c'est une entreprise qui vient de là-bas. C'est une manière de faire rayonner la littérature qui s'est construite petit à petit dans le monde anglophone le monde anglophone africain et qui aujourd'hui permet à cette littérature-là de circuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Moi, on publie à l'endroit où on est, on publie comme on peut. Ce qui me semble important, c'est de mettre en place des canaux de circulation, des plateformes, de créer des groupes, de créer une mouvance, quelque chose qui nous relie en fait et qui nous permette de tous travailler ensemble. On l'a vu, ça existe déjà dans le monde anglophone. Et donc il y a quelque chose à mettre. Il y a un vrai défi en fait. C'est une vraie problématique et les écrivains francophones sont depuis longtemps engagés là-dedans et j'en connais beaucoup qui ont fait ce que Kadi a fait de publier ailleurs et puis la publication s'est arrêtée pour X ou Y raison, souvent économique, souvent logistique, souvent de mise à disposition technique. Mais il y a moyen de faire des choses. Il y a les réseaux sociaux, il y a des nouveaux canaux de distribution, il y a de nouvelles communications. Je suis très optimiste, mais en même temps, je réalise que c'est beaucoup de travail et que nos sociétés francophones sont un petit peu sclérosées. Il y a quelque chose à innover, à mettre en place. Et personnellement, je trouve ça très excitant parce que c'est le moment et il y a une vraie envie qui n'est pas que la nôtre qu'on peut noter un peu partout. Raphaël a parlé du monde arabe, il y a le Maghreb aussi qui est un vrai territoire à la fois à découvrir en tant que pour les lecteurs africains et aussi à conquérir. Je sais qu'il y a des négociations en ce moment pour que mon dernier livre soit traduit en arabe via une maison égyptienne. J'y crois énormément. Pour moi, c'est encore quelque chose vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, je considère ça je considère toute cette problématique en fait comme un immense territoire que nous devons explorer, que nous devons travailler en tant qu'auteurs. Les anglophones l'ont fait en tant qu'auteur, éditeur, agent, journaliste, traducteur. Et je me rends compte qu'il y a des groupes qui sont très diversifiés et qui travaillent ensemble sur plusieurs pays. C'est passionnant. La démarche est passionnante. Merci beaucoup, Emley, pour ces compléments. Et c'est vrai qu'il est intéressant d'avoir souligné en fait le dynamisme peut-être aujourd'hui que permet le monde digital, qui nous sert d'ailleurs à pouvoir mener ce panel dans le cadre du festival Hacké qui cette année est online. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet justement une accessibilité absolument incroyable. Est-ce que là-dessus, Raphaël, vous pourriez nous apporter quelques petits compléments? Vous parliez notamment d'une start-up qui se développe et qui veut un peu bousculer, justement, faire bouger les lignes du monde de l'édition et de la traduction au Cameroun. Donc, est-ce que ce monde-là du digital va pouvoir être une voie, enfin voilà, une nouvelle voie pour permettre d'être plus largement accessible et peut-être, j'ai envie de dire, enlever cette culpabilité qui peut habiter certains de nos auteurs de ne pas pouvoir être lus chez eux? Merci, ça c'est la question à 10 millions de francs CFA. Le numérique, est-ce que le numérique peut changer? Des fois je me dis le numérique permet des choses, mais le numérique n'est plus récent. C'est devenu ancien, ça fait longtemps que le numérique est là.
Et je ne suis pas sûr que le numérique révolutionne. Par contre, le numérique, évidemment, facilite beaucoup de choses et accélère un nombre de choses qui étaient déjà là, mais qui étaient peut-être un peu plus fastidieuses. La logistique était plus lourde. Et évidemment, dans un contexte sanitaire comme le nôtre, ça facilite bien des choses, sinon on aurait bien du mal à se parler en ce moment. Après, sur la question, donc vous parliez de notre travail d'agent, il est évidemment basé avant tout sur ces échanges numériques constants. Et aujourd'hui, on peut toucher et identifier des opérateurs beaucoup plus facilement parce qu'ils ont une bonne utilisation du numérique au sens, cette utilisation contribue à leur visibilité. Quand on parle des éditions Bakwa au Cameroun, qui vont traduire le dernier roman de Emlé en anglais, c'est un éditeur qui a commencé à travers un journal, Bakwa Magazine, que je recommande vivement, et qui a eu une utilisation absolument brillante de tout l'espace digital, des réseaux sociaux, qui a développé un podcast, qui s'est fait connaître avant de développer ses activités de publication et de constituer son réseau. Donc d'ailleurs, j'en profite pour saluer Zekashu Magdeban, qui est l'éditeur en chef et qui est quelqu'un d'absolument brillant. Ici, je pense que le numérique, véritablement, n'est pas la solution au problème, mais une donnée qui doit être prise au même niveau que les autres dans la chaîne du livre. C'est-à-dire que si on parle de diffusion-distribution, évidemment que la question du livre numérique rentre en compte, mais elle ne doit pas se substituer aux questions traditionnelles de circulation du livre papier, à travers quelles interfaces, quelles plateformes, la question des médias aussi. Emlé soulignait justement cette vivacité du monde anglophone, africain. Il y a un nombre de plateformes médiatiques aujourd'hui en ligne, littéraires bien sûr, qui est absolument bluffant. Des revues comme la Johannesburg Review of Books, comme l'Olwe, comme même pas seulement d'ailleurs en anglais. Hein. Je pense qu'il y a Doek au Mozambique qui est passionnant. Je parlais de Bakwa, et puis même au niveau plus global, on pense à Warscapes. Il y a de nombreuses plateformes qui permettent à ces œuvres de circuler. Et je me dis que finalement, le numérique aujourd'hui, c'est juste un outil de plus qui nous facilite les échanges. Et Emlé a aussi, je suis assez d'accord avec elle sur la question peut-être de l'aspect des fois, sclérosé, c'est peut-être pas un mot moi que je veux utiliser parce que je vais être plus diplomatiquement correct et ça me regarde. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'à mon avis, l'espace francophone a effectivement aujourd'hui peut-être un certain besoin de repenser l'utilisation de certains outils, de sa visibilité. C'est pas moi qui vais dire aux éditeurs ou aux plateformes, aux journalistes, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Clairement pas moi. Simplement, il faut penser que nous, agents du livre, pas seulement agents littéraires, tous les agents du livre, on a besoin d'identifier qui fait quoi, où, comment. Et plus les connexions peuvent se faire de manière visible, facile, fluide, plus on peut prendre contact sans aucun préjugé avec les différents acteurs et essayer d'établir des collaborations qui fassent sens et qui puissent permettre à des œuvres donc, de circuler plus facilement. Et après, simplement des collectifs de diffusion-distribution qui ont existé dans l'espace francophone. On parlait des éditions Nzé qui ont publié les premières œuvres de Kadi et Anne. Pas les toutes premières, puisqu'elles étaient publiées par l'ENEA. Mais les éditions Nzé participaient à la diffusion-distribution d'une société qui s'appelait Servedit, qui était affiliée à une association d'éditeurs francophones qui s'appelle toujours Afrélivre, qui a fait un très bon travail et qui s'est hélas arrêté dans les années 2000 en termes de diffusion-distribution. Et du côté anglophone, on a l'African Books Collective qui se développe depuis 30 ans, qui est un collectif qui rassemble une centaine de maisons d'édition du continent, pas seulement anglophones d'ailleurs, qui a un siège à Oxford et qui diffuse dans tout le Nord et qui permet à des œuvres publiées sur le continent de rayonner. Donc, qui permet d'inverser un peu la tendance des livres qui descendent toujours du Nord vers le Sud. Et là, c'est des œuvres du Sud qui vont vers le Nord et ils célèbrent leurs 30 ans aujourd'hui. Donc, si ça, ce n'est pas une preuve de cette possibilité du long terme et de projets qui sont viables et crédibles économiquement pour le livre africain. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette intervention. Oui, allez-y. Par rapport à la petite start-up qui distribue mon livre au Cameroun qui s'appelle Le Grand Vide-Grenier. Et ce qui est intéressant à noter, c'est à quel point ils sont innovants, en fait. Dans la mesure où il n'y a pas énormément de lieux dédiés au livre, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent le livre dans des lieux où il n'est pas attendu.
partout, dans des boutiques, des stations-service, des supermarchés. Du coup, il y a le livre, on le trouve partout. Le nombre de personnes qui passent parce qu'ils sont allés chercher l'essence et qui se sont arrêtés à la boutique de la station, ont pris le livre en photo pour me l'envoyer. Je trouve ça très revigorant, et je pense aussi que compte tenu du contexte dans lequel nous évoluons, il va nous falloir être innovants et aussi vraiment réfléchir très spécifiquement et localement aux solutions. Il n'est pas possible de prendre des solutions qui existent ailleurs et de les plaquer telles quelles, parce que ça a déjà été fait plusieurs fois et que ça n'a pas fonctionné. Mais des solutions locales spécifiques auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé peuvent apporter des solutions. Donc, je pense qu'on est dans une période où il va nous falloir être à la fois ouvert et innovant pour pouvoir avancer et peut-être changer les codes, quoi. Notre objectif étant de mettre la littérature à la disposition du plus grand nombre, il faut penser et réfléchir de diverses façons, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Emle, parce que ça fait merveilleusement écho à ce que disait aussi Raphaël, à savoir que, en tout cas, dans ce panel-là, nous ne serons pas les promoteurs de la révolution numérique qui va venir transformer tous nos usages du livre et de sa diffusion. En revanche, l'idée de se réapproprier des modes peut-être plus traditionnels, mais qui n'étaient pas réservés jusqu'ici au secteur du livre. J'aime beaucoup votre exemple des stations essence, parce que aller à la conquête des publics, ça veut dire aussi oser essayer d'attirer vers soi des publics qui ne fonctionnent pas d'une librairie, en fait. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc, on retient aussi un écosystème bouillonnant et qui doit encore inventer des choses. Je rebondis aussi sur ce que disait Kadi précédemment sur l'importance, alors ça peut paraître comme ça des grands mots, mais de la politique du livre à de hauts niveaux. Pour permettre justement que le livre, voilà, soit diffusé dans des écoles. On repense à cette issue de clubs de lecture. Je pense qu'on a beaucoup connu dans pas mal de nos pays. Hein. En Côte d'Ivoire aussi, on a eu beaucoup de clubs de lecture qui ont joué des rôles fondamentaux pour initier des élèves qui avaient déjà dans nos environnements la chance d'être scolarisés, d'apprendre à lire, etc., mais qui n'avaient pas forcément l'accès aux livres à la maison. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Je voulais là-dessus peut-être avoir aussi vos échos, vous, d'un point de vue plus personnel, sur finalement comment vous avez accès aux livres francophones, Afrique francophone, de votre côté du monde, là où vous êtes chacun d'entre vous. Est-ce que du coup les salons jouent un rôle? Kadi a cité l'importance des prix littéraires. Non, c'est vous aussi, Emle, l'importance des prix littéraires qui aident à faire circuler le livre. Je voulais bien, voilà, un peu à chaud, avoir vos échos là-dessus. Je vous laisse y aller, Emle. Oui, alors, il y a plusieurs. En ce qui ma démarche personnelle, elle est simple. Quand j'arrive dans un pays, je cherche la librairie et j'essaie de découvrir l'univers littéraire de ce pays-là. Je m'achète des livres. Mais après, j'ai aussi la chance de participer en tant que jury à des prix qui concernent la littérature Afrique, Caraïbes, etc. Donc, les maisons d'édition m'envoient régulièrement ce qu'elles publient, ce qui me permet aussi de découvrir tous les ans des nouveautés. Et aussi en tant qu'écrivain, et beaucoup de jeunes écrivains résidant en Afrique d'un peu partout m'envoient aussi leurs livres, leurs manuscrits, parce qu'ils veulent mon avis, etc. Mais j'ai une position éminemment privilégiée, parce que d'ici, les livres sont très peu disponibles. Et il y a aussi des salons. Il y a le salon de Genève, notamment la partie Afrique, le salon du livre de Genève, notamment la partie Afrique, qui tous les ans fait venir énormément d'auteurs d'Afrique et qui viennent avec leurs livres. Je suis régulièrement conviée, donc j'ai la chance de pouvoir faire mon marché. Mais comme je disais, c'est une position privilégiée dont je suis parfaitement consciente, parce que autrement les livres africains sont très peu disponibles ici. D'abord, ils ne sont absolument pas en librairie ou dans les grands axes de vente, donc il faut passer par
Et quand le libraire est basé en Afrique et qu'il n'a pas de distributeur ici, ça coûte cher, ça lui coûte cher. Il n'a pas forcément la logistique pour rendre ses livres accessibles. Donc, c'est une volonté de ma part de rencontrer ces écrivains-là, et je sais la difficulté de mettre à disposition, et je fais moi la démarche. Mais encore une fois, ça fait partie des choses sur lesquelles il va nous falloir réfléchir, et sur les processus qu'il va falloir mettre en place et fluidifier. Là, tout à fait récemment, il y a un prix en France, c'est leur première année, le prix RFI Lattès, qui est organisé par la radio et la maison d'édition Lattès, où il y a un jeune écrivain ivoirien qui a obtenu le prix. Il va venir ici, donc il va être édité ici, il va venir. C'est une très bonne chose, je veux dire, de rayonner de cette manière et d'offrir cette opportunité. Je me répète, mais je crois que c'est la clé. Pour moi, il va nous falloir être très, très innovant. Il va vraiment nous falloir mettre en place, déconstruire un peu ce qui existe et qui peut être très lourd et très contraignant, pour aller vers des choses plus fluides et des coopérations plus transversales. Je vais dire Merci juste une chose. beaucoup, Emley. Kadi, est-ce que vous voulez dire aussi? Oui, bien sûr. Donc, je voulais juste dire qu'effectivement, nous recevons, comme Emley, moi aussi, et puis je pense que d'autres aussi, nous recevons donc des textes de jeunes auteurs africains, donc qui ont envie de savoir ce que nous en pensons, etc. C'est vrai. Et le Salon du livre de Genève aussi aide à rencontrer des auteurs africains que nous ne connaissons pas forcément en Occident. C'est un fait. Mais j'ai envie de souligner quand même le travail donc d'une professeure de lettres qui est aujourd'hui à la retraite, donc depuis cette année, qui s'appelle Eliane et qui enseignait en Bretagne, donc qui a fait un travail extraordinaire, c'est d'amener l'Afrique à ses élèves, et pas que les élèves de sa classe, mais de tout son lycée, le lycée Jean Guénaud. Et ce qu'elle fait, c'est que chaque année, donc elle invite plusieurs auteurs africains, minimum 3 personnes. Moi, j'y suis allée, Emily y est allée, Théo Ananisso aussi. Nous avons été plusieurs à y être invités, et pour que nous apportions nos œuvres, en fait, à des Bretons qui vont découvrir, en fait, que la littérature africaine existe, avec qui nous allons discuter aussi, parler de nos parcours, avec qui nous allons échanger, et avec qui nous allons manger aussi le midi à la cantine, l'occasion de parler hors des murs des classes. Donc, les élèves sont plus libres, parce que le prof n'est pas là, plus libre de poser des questions. Mais c'est assez extraordinaire, parce que ce sont des questions auxquelles on ne s'attend pas du tout. Parce que ce sont des questions, mais vraiment personnelles, qui sont posées à la personne et pas à l'auteur, et à la personne en tant que venant d'Afrique. Donc, des curiosités qui sont là, qui ont besoin d'être satisfaites. Et c'est des expériences que j'ai vécues. Bon, jusqu'à l'année dernière, 2019, j'y suis allée. En 2020, je ne sais plus si je suis allée en 2020, mais là, la personne qui faisait ça, Eliane, donc elle est à la retraite aujourd'hui. Et je sais que même en étant à la retraite, elle cherche à reproduire ces expériences-là dans d'autres lycées. Parce que je suis restée en contact avec elle, tellement j'ai du respect pour ce qu'elle fait pour la littérature africaine, qu'on est resté presque amis. Donc là, récemment, elle me disait qu'elle est à la retraite, mais ça lui manque en fait d'organiser ce genre de rencontre, et qu'elle est en train de voir dans quelle mesure elle pourra le faire bénévolement dans d'autres écoles. Et ça aussi, c'est un canal qui permet de faire connaître nos œuvres africaines. Merci beaucoup, Kadi, effectivement, pour ce partage d'expérience. On sent donc des initiatives à la fois individuelles, mais par le biais de professeurs, par exemple, qui peuvent résonner à la fois auprès de toute une classe, d'une école, d'un village, dans une petite ville de Bretagne, etc. Emley soulignait aussi l'importance de nouveau des prix, en citant ce prix, la RFI Lattès, qui vient de se lancer et qui a récompensé cette année l'auteur ivoirien Yaya Diomandé, qui va lui permettre aussi de rayonner quelque part, si on fait ça ainsi. C'est une très bonne chose. Ouais. Et le besoin
aussi, enfin voilà, de certaines plateformes. Vous parliez des salons, donc qui n'ont pas nécessairement lieu sur le continent africain, mais qui permettent quand même de faire briller nos auteurs ailleurs dans le monde et enfin voilà, de leur donner une plus large diffusion. Raphaël, je veux bien aussi que vous rebondissiez donc sur cette possibilité vous-même, hein, en donnant des exemples personnels. Je pense que c'est ça qui est aussi sympa avec le festival Hacker, c'est de partir de choses bien concrètes. Sur comment se fournir quelque part en auteur d'Afrique francophone, voilà, quand on n'est pas sur le continent. Merci. Ben, je reviens souvent à cet exemple d'un éditeur allemand dans les années 90 qui disait où est-ce qu'on peut se fournir justement en écrivain africain si on ne sait pas à Paris ou à Londres. Et clairement, les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes d'événements et de prix qui permettent justement d'avoir un rayonnement à des œuvres qui étaient peut-être plus ténues auparavant. On mentionnait le prix RFI Lattès, il y a le prix éthiopique, il y a le prix de la scène littéraire Les Afriques. Il y a le prix Orange aussi du livre en Afrique qui s'est créé il y a 2 ans, qui est intéressant, qui récompense des œuvres qui sont publiées, des œuvres littéraires publiées sur le continent en Afrique francophone. La lauréate de la première édition, Djali Amadou Amal, qui est une écrivaine du Nord-Cameroun, s'est fait connaître de manière internationale à partir de ce prix. Elle avait déjà une œuvre qui circulait, qui avait même été traduite en arabe, si je ne me trompe pas, dans le cadre de l'Alliance des éditeurs indépendants dont on parlait plus tôt. Une chose est sûre, c'est que Djali Amadou Amal, qui a obtenu ce prix Orange du livre en Afrique en 2019, a ensuite été, donc ses droits qui étaient disponibles pour le Nord, elle a été éditée par une maison d'édition française, et aujourd'hui elle est dans la sélection du prix Goncourt, qui est le principal, le plus grand prix littéraire en France. Et ça, c'est juste un exemple de passerelle, hein. C'est pas à dire que c'est le seul exemple qui doit exister, mais c'est un exemple de l'impact de ces récompenses et du fait que le livre africain et les récompenses des intermédiaires qui n'ont pas à exclure tel ou tel territoire, ou qui vont même se privilégier le continent africain par certains aspects, ont toute leur place et permettent à des œuvres de circuler et de trouver non seulement leurs lecteurs, mais aussi leurs éditeurs de manière globale. Après, c'est vrai qu'il y a... Je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas assez connue parce que j'étais trop petit à l'époque, donc c'est toujours Comme j'ai chercheur, c'est le problème, je lis plein de vieux documents et je vis par on va dire, une nostalgie construite. C'est ce prix, le Noma Award for Publishing in Africa, qui existait entre les années 1980 jusqu'en 2009. Et ce prix récompensait des œuvres publiées sur le continent en anglais, en français, en swahili, en portugais, etc. Et pas seulement des œuvres littéraires. Je crois d'ailleurs qu'Adi, vous avez obtenu une mention dans ce prix en 2003. Si je sais pas. Oui, la mention spéciale du jury, mais... Et ce prix, aujourd'hui, je pense qu'il fait un peu défaut dans l'espace littéraire. Et à un moment, il serait intéressant de se dire que ce déficit d'un tel prix qui avait un tel impact et qui a apporté tant à des œuvres de différentes langues publiées sur le continent pour leur reconnaissance et leur circulation, peut-être elle pourrait être repensée aujourd'hui, justement dans ce nouveau contexte où la circulation de l'information peut être aussi beaucoup plus efficace. Voilà, donc c'est peut-être ça que je pourrais ajouter. Des exemples, je pourrais vous en donner d'autres, mais bon, le problème c'est aussi ça, c'est que le monde est divers, le monde littéraire, on va dire africain, est extrêmement varié, et moi je suis un peu un optimiste maladif en me disant c'est l'information qui fait souvent défaut, et plus on s'informe, plus on a accès aux choses. Donc la curiosité qu'on a tous à cultiver autour de ces œuvres, autour de ces opérateurs, de ces éditeurs, de ces auteurs, elle se construit, et les reconnaissances qu'ils se multiplient au niveau international sont la preuve que la dynamique est la bonne et qu'on a raison d'y croire. Et je suis certain que dans 10 ans, on repensera même à cette époque d'aujourd'hui en disant on a fait bien du chemin et ça continue. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, on a noté un autre message pas du tout subliminal pour la création d'un autre prix qui permettrait vraiment de continuer à accélérer la circulation des œuvres, y compris dans un grand nombre de langues. On imagine d'ailleurs aisément, Raphaël, Kadi, Emlé, que les prix permettent aussi après d'attirer l'attention pour les traductions
Et ça, c'est aussi un cercle vertueux qui se crée. Nous allons bientôt arriver à la fin de cet échange, pour lequel je vous remercie encore beaucoup. Je voulais proposer un peu comme un cadeau à notre public qui aura pu nous suivre, que chacun d'entre vous, Caddy, Raphaël et Emley, puissiez partager soit le lieu le plus improbable dans lequel vous avez pu acheter un livre, et en espérant, voilà, ça permettra de valoriser les personnes de ce lieu, mais que ça donnera aussi d'autres idées, que ça inspirera. Soit, sinon, parler d'une œuvre que vous avez lue récemment ou qui vous a marqué, d'une œuvre traduite, en citant aussi le nom du traducteur, parce que voilà, on n'a pas pu tout aborder pendant notre échange, mais il se pose aussi la question de la reconnaissance du rôle du traducteur. Donc voilà, ce mot-là de la fin vous est donné. Merci à vous. Merci. Alors, je ne sais pas qui veut bien se lancer en ce mot. Moi, je veux bien me lancer parce qu'en fait, le lieu le plus insolite que j'ai pu acheter, où j'ai pu acheter un livre, donc c'était à Tombouctou, donc au Mali, et il y avait un festival du livre, donc organisé par Malira, donc Mali Rhône-Alpes, et j'étais invitée en tant qu'auteur. Et arrivé sur place, j'ai été très étonnée de voir que les librairies c'était les chameaux. Donc les chameaux, donc les organisateurs avaient mis sur les chameaux des pagnes africains. Et puis après, je ne sais pas comment ils ont organisé ça, mais sur les chameaux, il y avait une sorte de caisse transparente, et à l'intérieur, il y avait des livres. Et il y avait une ouverture. Donc le chameau, il était par terre, et il y avait une ouverture, et puis on choisissait son livre, on payait. Et ça, j'ai adoré parce que c'était dans le désert de Tombouctou. Et l'idée aussi, pour les organisateurs, c'était d'approcher le peuple touareg qui ne voulait pas venir dans le centre de Tombouctou. Et ça, c'était extraordinaire parce que les chameaux ont fait que certains touaregs, pas tous, mais certains sont quand même venus. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les problèmes qu'on connaît aujourd'hui au Mali. Et c'est un souvenir qui m'est le plus cher aujourd'hui, que j'ai gardé et qui me fait aujourd'hui sourire et en même temps me dire heureusement que j'y étais. Merci Caddy de nous avoir fait voyager dans ce Mali et ce Tombouctou dont on espère qu'il revivra un jour avec un tel dynamisme culturel. Merci beaucoup Caddy. Restez bien avec nous. Raphaël, Emley, qui d'entre vous veut se lancer? Emley. Alors, ce n'est pas un lieu improbable, c'était tout à fait naturel. Moi, quand j'étais petite, à Douala, on vendait des livres au poteau, ça s'appelait. Donc, le vendeur, il mettait sa nappe par terre, et puis les livres étaient posés. On avait toutes sortes de livres, de Baudelaire, Cheikh Anta Diop. Et il fallait lui donner 200 francs CFA comme caution. Donc, on lui donnait les 200 et on lisait. Et quand on avait fini de lire, comme une bibliothèque en fait. Et il y en avait un pas loin de mon collège. Et pendant des années, j'achetais mes livres là parce que voilà, c'était ma bibliothèque privée. Et je voulais juste dire un mot par rapport aux éditeurs, aux traducteurs. Il y a très peu de temps en fait que je fais attention aux traducteurs. Pendant des années, j'ai lu en considérant que la traduction était parfaitement logique. Hein. Puis mes livres ont commencé à être traduits. J'ai commencé à voir le travail énorme qu'il faut pour passer d'une langue à l'autre. Et je profite de l'occasion pour remercier Edwige, qui est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là et qui est une immense personne, et de dire que promis, je ferai beaucoup plus attention aux traducteurs. D'ailleurs, je le fais déjà pour à l'avenir quand je lirai un livre. Je peux dire quelque chose. Merci. Donc, merci pour cette expérience des ventes au poteau. Je connaissais pas. Oui. Ouais. Ben justement, Laure, je voulais dire que ce que Emley appelle les ventes au poteau, quand j'étais petite, nous, on appelait ça les parterres. Parce que les livres étaient posés par terre. Oui. Et c'était le même système. C'est comme si on paye une caution et puis on lit le livre, on ramène le livre, mais on ne récupère pas la caution quand même. Oui, voilà. C'est ça. Très grande importance des ventes de libraires, enfin avec les librairies par terre qui permettent vraiment d'acheter des ouvrages, voilà, pour
budget beaucoup moins important, hein, 200 francs c'est moins d'1 euro, c'est beaucoup moins d'1 euro. Oui, et ça oui, permet d'avoir... Pour moi, c'était un paradis. C'était une bibliothèque tout à fait comme quand je rentre dans une bibliothèque aujourd'hui. Parce qu'il y avait toujours plein de livres. Vous savez, enfin, je vais aller vite parce qu'on a presque fini. Il y a beaucoup de gens qui envoient des livres en Afrique comme ça pour envoyer, mais il n'y a pas de structure pour recevoir ces livres. Et parfois, ces livres se retrouvent au poteau. Et pour moi, c'était une aubaine parce que j'avais droit à des choses ouvertes. On parlait de structure et de médiathèque et tout ça fait partie d'une réflexion. Faut pas qu'on lance Raphaël sur ce sujet parce qu'il a écrit plein d'articles et de publications sur la question des dons. Donc, oui, juste pour la réponse à la question, mais merci Emle d'avoir ce sujet qui... Ouais, exactement. À vous, Raphaël. Merci. Et c'est vrai, et effectivement, remercions les traducteurs toujours et encore, et Edwige, René Drault très spécialement, et à travers elle aussi toute l'équipe de Bristol qui collabore à différents projets à travers l'Afrique francophone pour développer justement des foyers de traduction de traducteurs africains. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de remarquable. Concernant les lieux improbables, je ne sais pas, j'ai l'impression que les livres ont toujours une logique et ne sont jamais improbables dans l'endroit où ils sont quand on creuse un peu ce qui les y a amenés. Ce qui est certain, c'est que j'ai découvert les éditions Place de la République à Berlin, et non pas au Nigeria, non pas à Lagos, à travers un festival de littérature africaine qui s'est tenu en 2018 et 2019, où j'ai rencontré des écrivains absolument passionnants, Sarah Ladipo Manieka, Nathan John, tant d'autres. Et pour moi, ça a été une grande découverte et la preuve justement de l'importance de festivals au nord qui font la part belle à des livres du sud. Et après, très brièvement, pour une œuvre qui m'est arrivée de manière, on va dire, finalement assez rationnelle, c'est un livre du Sud-Soudan, donc ce pays qui existe depuis aujourd'hui moins d'une dizaine d'années, qui est arrivé par son traducteur Xavier Luffin, donc qui est un traducteur belge, qui a traduit de l'arabe un roman du romancier Arthur Gabriel Yack, qui est aujourd'hui aux États-Unis, et qui est un romancier absolument formidable, qui a publié ce livre en Égypte en 2017, qui s'appelle le jour où Azraël s'est suicidé, et qui est un peu un de mes grands challenges, on va dire, de l'année qui vient, et qui est pour moi un grand livre de la littérature mondiale qui a tout lieu de circuler, et je le souhaite ardemment, et on va se donner beaucoup de mal, en tout cas, pour lui donner le meilleur destin possible. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. On souhaite le meilleur destin à chacun d'entre vous, à vos auteurs, Raphaël, que voilà, on sent que vous défendez, que vous faites vivre avec beaucoup de cœur, on le sent, à tous vos ouvrages, Emle, Kadi, et puis à tous ceux de nos auteurs du continent. Merci encore de nous avoir suivis donc pour le festival Aké, cette édition 2020 qui est très particulière et en même temps qui va nous permettre d'être très largement suivis, et qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux avec le mot-clé, le hashtag AkéFest Online. Merci encore à tous. Surtout, restez bien en ligne, Raphaël, Kadi et Emle. Merci beaucoup. Merci, Laure. Merci. Et à l'année prochaine à Lagos. On vient. J'approuve. On vient. Ouais. If you ever need a new place to go, you can join me in a world of words. When it seems like I'm nowhere to be found, if you look, you'll find me in a book. Let's take a ride to the past in the back of a phoenix. Let's float around the moon. You'll never be alone, now you know where to look. Find me, find you, find the word in a book. You'll never